Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 4 juin 2016 et donc je viens vous donner ma version sur l'inconscient. Voilà. Alors donc qu'est-ce que l'inconscient comme nous le présente la psychanalyse aujourd'hui? Donc l'inconscient, pour nos amis psychanalystes, serait quelque sorte une mémoire qui serait, on va dire, dispersée à l'intérieur d'un hémisphère et qui sortirait de temps en temps sous la forme d'art ou toute autre création artistique. Alors je crois que pour commencer, le plus important c'est de définir qu'est-ce que l'inconscient collectif. Donc pour moi, l'inconscient collectif, c'est avant tout une conscience. Alors je m'explique. Donc vous avez donc une âme, et cette âme a une conscience. Et cette conscience renferme des informations qui sont contenues dans une mémoire. Donc la science traditionnelle l'appelle la mémoire cognitive et la psychanalyse l'appelle l'inconscient collectif. Maintenant, quelqu'un comme moi qui est spirituel, je vais l'appeler donc la mémoire de l'âme. Voilà. Alors, comment est-ce que ressort cette mémoire de l'âme? Tout simplement par le biais des arts. C'est-à-dire que quand on a quelqu'un, une personne qui a des états d'âme, qui a envie de vider son sac, donc elle va mettre par écrit, si vous voulez, des mots. Et ces mots-là seront censés soigner les maux de MEX de son âme. Alors, ça serait si simple que ça, si nous avions donc une âme, une conscience, contenant donc cette mémoire. Mais malheureusement, c'est pas fini. On a un perturbateur qui s'appelle, et que j'ai appelé donc le cerveau reptilien. Alors, lui, je vous ai présenté, donc j'ai fait un petit schéma pour, je ne sais pas si on va bien le voir à l'antenne, voilà, je le présente, donc je pense qu'on arrive à voir quelque chose quand même, alors je vais prendre. Donc le cerveau reptilien, vous voyez, je l'ai mis ici, voilà. Et donc, si vous voulez, il est directement relié au cortex préfrontal. Donc le cortex préfrontal, c'est le siège de nos émotions, c'est-à-dire que lorsque vous vivez une situation, donc elle est enregistrée ici par le cortex préfrontal, et ensuite elle est stockée dans l'hémisphère droite que vous voyez là. Alors notre cerveau reptilien, lui, il a accès donc à cette mémoire-là visuelle, que vous vivez tous les jours, hein. Tous les jours vous stockez des images, et il a accès donc au cortex préfrontal. C'est-à-dire que, imaginons des adolescents qui viendraient à regarder un film avec des images violentes, et ben rien n'empêche au cerveau reptilien d'aller rechercher ces images dans l'hémisphère droite qui ont été stockées, de les renvoyer au cortex préfrontal, et tout ça donc pour affoler l'âme, donc le sujet. C'est pour ça qu'on a énormément de jeunes qui passent à l'acte. Alors aujourd'hui sont véhiculées dans les sociétés modernes des images violentes, des images où nous avons énormément de sexualité bestiale. Enfin bref, tout est fait en quelque sorte pour nourrir ce cerveau reptilien. Alors que notre âme et sa conscience sont attirés par le beau, sont attirés par le sensible, sont attirés par ce qui est du domaine de l'émotion, mais si vous voulez, une émotion très très fine. Voilà. Donc si vous voulez, vous avez, je vais vous prendre un exemple que vous allez vite comprendre. Vous avez d'un côté par exemple des chanteurs qui laissent exprimer leur état d'âme, comme Léo Ferré, Jacques Brel, Barbara, Brassens, mais aussi Bobby Lapointe, Serge Reggiani, bref, énormément donc de
de chanteurs à émotion. Et puis, de l'autre côté, nous avons par exemple donc des artistes que je vais ranger donc du côté des cyniques, donc comme Gainsbourg. Nous avons aussi Jean-Marie Bigard. Enfin, nous avons comme ça toute une pléiade donc d'Homo reptilus qui eux ne sortent que des insanités, ne font référence qu'au sexe, leur humour est douteux. Par exemple, un sketch comme Jean-Marie Bigard où il nous parle donc pour nous parler des femmes d'aujourd'hui. Il les compare donc à une volaille, mais que c'est une volaille d'élevage. Et donc, si vous voulez, elle ne valent rien, quoi. C'est voilà, quoi. Voilà donc si vous voulez, donc un exemple d'expression du cerveau reptilien. Maintenant, nous avons donc un psychanalyste qui avait mis le doigt dessus et qui s'appelle Carl Gustav Jung. Alors, Carl Gustav Jung, lui, il parlait donc d'un démon intérieur. Alors donc là, je vais vous donc citer ce qu'il écrit donc sur son démon intérieur. Donc il appelle son sujet, donc son démon intérieur, il l'appelle numéro 1, et son âme donc qui est absente, qui se laisse, si vous voulez, comme possédée par ce cerveau reptilien, il l'appelle donc son sujet numéro 2. Donc je commence par le sujet numéro 1. Donc le cerveau reptilien, il ne le nomme pas ainsi, hein. Lui il l'appelle son démon intérieur. Alors, mon sujet numéro 1, voyez en ma personnalité un jeune homme peu sympathique et moyennement doué, avec des prétentions ambitieuses, un tempérament incontrôlé, des manières douteuses, tantôt naïvement enthousiaste, tantôt puérélement déçu. Au fond de lui-même, un obscurantisme détourné du monde. Ça, c'était donc pour l'aspect numéro 1. L'aspect numéro 2. Donc son sujet numéro 2 considérait le sujet numéro 1 comme incarnant un devoir moral difficile et ingrat, une sorte de pensum par lequel il fallait passer à tout prix et qui était rendu plus difficile encore par une suite de défauts. Voilà. Donc, si vous voulez, nous avions un jugement intérieur où Jung donc lâchait son âme et laissait exprimer son âme, et son âme donc expliquait qu'il y avait une personnalité en lui, donc son sujet numéro 1, qui était en gros infréquentable. Infréquentable. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de revenir à quelques phrases cyniques de nos grands dirigeants. Alors, par exemple, Mitterrand, on va prendre lui en premier. Donc, Mitterrand, par exemple, déclarait que si la France arrive à passer entre les gouttes, elle aurait beaucoup de chance. Donc là, il y a un sous-entendu qui est caché. Et évidemment, vous l'avez compris, le sous-entendu, c'est que donc elle est obligée de se retrouver mouillée. Vous aviez Raymond Barre, qui était un homme politique important dans les années 70, et qui disait que les électeurs, ils s'attrapent comme les lapins, par les oreilles. Donc il sous-entendait, si vous voulez, que les électeurs, il suffisait juste de leur vendre quelques bonnes salades, de leur faire miroiter les carottes, et donc on pouvait les parquer dans des cages à lapins. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a un cerveau reptilien qui utilise l'esprit pour dominer ses concitoyens. Et le drame de la psychanalyse aujourd'hui, c'est de ne pas avoir mis le doigt sur ce cerveau reptilien. Ne pas avoir décelé, en définitive, que nous sommes tous bipolaires, nous sommes tous schizophrènes, et notre but, c'est justement d'empêcher le cerveau reptilien non seulement de s'exprimer,
d'aller à ses pulsions, mais surtout de prendre le commandement de notre existence. Voilà. Donc actuellement, ce qui se passe, c'est que nous avons donc un groupe d'Homo reptilus, puisqu'il fonctionne sur le cerveau reptilien, d'accord. Contrairement à ceux qui fonctionnent donc avec leur âme et conscience, et que j'ai appelé donc les Homo cognitus, voilà. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein. Sinon, la plupart, bon, bah, vous avez été tous formatés. Alors, qu'est-ce que le formatage? Alors, très vite, hein, je vais prendre un exemple pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Vous voyez tous ce que c'est qu'un drone, donc c'est un avion qui n'a pas besoin de pilote. On a installé un programme à l'intérieur qui lui permet donc de décoller, d'atterrir et de naviguer, d'aller prendre des photos et de revenir. Bien. Vous prenez maintenant un homme, vous lui faites avaler, ingurgiter ce programme de pilotage, et donc vous avez un pilote d'avion. Donc entre le drone et le pilote, en fin de compte, ils ont un point commun, hein, il n'y a pas de différence, c'est qu'ils ont tous les deux, on leur a installé un programme de pilotage automatique. Voilà. Alors question, est-ce que l'homme, puisque c'est un programme là, de pilote, mais ça peut être aussi bien un programme pour un informaticien, pour un avocat ça va être un programme de droit, pour un mécanicien ça va être un programme sur les moteurs, enfin bref quoi. Donc la question c'est celle-ci quoi, est-ce que l'homme donc est destiné à devenir un programme? Réponse non, bien évidemment. Donc je pense qu'il est grand temps d'ouvrir le débat donc sur la mémoire de l'âme, sur le cerveau reptilien et concernant aussi donc la fin d'Homo formatus, puisque si vous voulez avec la maladie d'Alzheimer, on se rend compte, si vous voulez, que la maladie d'Alzheimer élimine toutes les données du programme qui ont été donc mémorisées par gavage. Hein. On ne va pas chercher midi à 14h. Et donc on a des cas relativement jeunes hein, qui sont atteints par la maladie d'Alzheimer. On a le cas le plus jeune à 12 ans. On a énormément de quarantenaires. Et comme par hasard, ces gens donc éliminent toutes les données du formatage, mais gardent tout ce qui a été lié et relié à l'émotion. C'est-à-dire donc la relation avec votre amour, avec un père, avec une mère, avec des amis très proches. Donc ça, vous le stockerez facilement en mémoire, puisque si vous voulez, notre mémoire est sélective, parce qu'elle est avant tout émotionnelle. Voilà. Donc en définitive, si vous voulez, dans la grande lignée des hominidés, puisque nous recensons une vingtaine d'hominidés. J'avais le papier là sous les yeux de mes hominidés, il a disparu. Je pense que ça va ressortir. Voilà le v'là. Donc je vous éminère vite fait donc la lignée. Hop, ça a bougé un peu. Voilà. On recadre Sansara qui se trouve ici. Là, voilà. Alors, donc, écoutez, là sous mes yeux, j'en suis, donc je vais vous les énumérer comme ça. Donc nous avons les premiers australopithèques qu'on a appelés Anemensis, suivis d'Afarensis, d'Africanus, de Bagengadzaledi, de Gary, de Plitios, de Patilcopicos, de Boisès, de Robustus, d'Homo habilis, d'Homo rudolfensis. Bon, tout ça c'est des noms un peu barbares, mais bon, c'est quand même bien de vous montrer que si vous voulez, dans la longue course des hominidés, la nature a continué. Hein. Je veux dire, peu importe ce que l'homme pensait, ce que l'homme fabriquait, la nature n'a jamais fait demi-tour. Alors, Homo ergaster, Homo erectus, Homo heidelbergensis, Homo néandertal, Homo sapiens, et donc Homo sapiens sapiens formatus, qui a reçu une formation. Et donc celui qui va arriver derrière, c'est Homo cognitus et spiritus, c'est-à-dire nous, enfin, j'espère qu'il y en a d'autres comme moi, voilà. Quoi. Donc, écoutez, j'espère que vous allez pouvoir
le comprendre. J'arrive à mes 15 minutes de vidéo, donc ça c'est la numéro 1. Hein, il y en aura une numéro 2 derrière, où je vais rentrer plus en profondeur. Là, c'était une bise en bouche. Donc à bientôt pour la deuxième. Merci.